Le Tour de France, deuxième étape de montagne dans les Pyrénées, un grand moment de sport. Lance Armstrong s'empare de la victoire et on retiendra l'incroyable exploit du Français Thomas Voeckler qui conserve le maillot jaune. Il fallait le faire. Thomas Voeckler que nous retrouverons dans quelques instants en direct du plateau de Bayle. Sur les routes, plus de 400 km de bouchons, mais la circulation s'améliore d'heure en heure. Une journée de grand départ moins redoutable que prévu. Restent quelques points noirs. À Schirmeck, les obsèques de Julie, le recueillement de tout un village, une marche silencieuse s'est déroulée après la cérémonie. En signe de deuil, les commerçants ont baissé leurs rideaux. Michel Alliot-Marie en Algérie, la première visite d'un ministre français de la Défense depuis 1962. Oublier le passé pour une nouvelle coopération, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Les Rolls-Royce de la mer ont rendez-vous sur le lac d'Annecy. Les Riva, bateaux mythiques des années 50-60, sont prisés par les collectionneurs. Des bateaux haute couture. Madame, Monsieur, bonsoir. On commence ce journal par l'événement sportif sur le Tour de France. Les deux hommes du jour, Lance Armstrong, l'Américain, qui dans les Pyrénées réussit un coup de maître et gagne la 13e étape. L'autre coup de force est signé Thomas Voeckler. Le Français conserve le maillot jaune. Il s'est surpassé tout au long de ses 205 km de montagne. Extraordinaire sourire du jeune champion à l'arrivée. Une des images qui restera dans le Tour. Nathanaël Dorinx. La bousculade est à la hauteur de l'événement. Happé par le service d'ordre, Armstrong n'a pas le temps de respirer. Il vient de remporter une nouvelle étape du Tour, certainement pas la moins importante. Cet après-midi, dans les Pyrénées, les parapluies étaient encore de sortie. 33 degrés, l'ascension vers le plateau de Bayle s'annonce bouillante. C'est un peu chaud, mais on est habitué. On vient de l'Ardèche, alors on est habitué à la chaleur. Tyler Hamilton, lui, ne supporte plus le soleil de la région. L'Américain ne va pas bien, il abandonne. Voilà un rival de moins pour Armstrong. Puis un deuxième lorsque Heras chute. Puis un troisième, lorsque Maillot craque. Le train bleu de l'US Postal est lancé. Rien ne peut l'arrêter, c'est sûr. Cette étape va faire des dégâts. Peu avant l'arrivée, dans les derniers lacets, l'ambiance monte d'un cran. Les supporters attendent leurs favoris. Allez, Virenque. Allez, Virenque. Malheureusement, lorsqu'Armstrong sonne la charge, Richard Virenque est un des premiers lâchés. Ça ne va pas le consoler, mais il n'est pas le seul. Moreau a un problème de vélo, Casarcal, Moncoutier et même Ulrich ne peuvent suivre le rythme de l'Américain. Et vraiment l'US Postal, ils sont vraiment impressionnants, il n'y a pas d'autre mot. Thomas Voeckler est lui aussi impressionnant, de courage. Lâché par Armstrong, il effectue une course contre la montre pour garder son maillot. L'Américain file vers le plateau de Bayle. Il n'y a plus qu'Iban Basso, l'Italien, pour l'empêcher de triompher. Mais aujourd'hui, Armstrong était bien le plus fort. Tout peut encore arriver. Un mauvais jour sur le Tour et tu perds 10 minutes. Je le sais, je dois rester humble. Au plateau de Bayle, revenu du Diable Vauvert, Thomas Voeckler vient voler la vedette à Armstrong. Dans une ambiance surréaliste, il sauve son maillot pour 22 secondes. Vous ne croyez pas? Je ne croyais pas du tout. C'est pas possible. C'est un exploit. Franchement, il a un cœur terrible. Écoutez, je vais le voir. Le rêve en jaune continue. En attendant les Alpes et jusqu'à preuve du contraire, le leader du Tour de France, c'est Voeckler. Et en direct avec nous du plateau de Bayle, Thomas Voeckler, d'abord bravo, bien sûr, vous avez réalisé une très belle performance. Est-ce que vous avez conscience d'avoir provoqué une vraie émotion chez les Français qui vous ont encouragé sans vraiment y croire complètement, peut-être comme vous? Ouais, je mentirais si ce matin j'étais persuadé de garder le maillot jaune. Hier, quand je suis monté sur le podium pour le remettre, justement, je pensais bien que c'était le dernier que j'allais enfiler. Et puis finalement, j'ai réussi à le conserver au courage. Et si ça a fait vibrer beaucoup de monde, ça me fait d'autant plus plaisir. Ouais. Qu'est-ce qui vous a porté? Qu'est-ce qui vous a fait tenir? Qu'aviez-vous dans la tête? Est-ce que vous aviez un mental de gagnant? On n'a pas l'impression que vous êtes parti en vous disant « je vais y arriver ». Non, il y avait 205 bornes aujourd'hui et avec, je crois, 7 cols. Et vraiment, j'étais pas au mieux durant toute la journée. C'est une des journées les plus dures que j'ai passées sur le vélo. Mais bon, à la fin, dans un tel niveau de souffrance, on n'a pas trop le temps de penser à tout ça. Mais c'est un ensemble de choses. C'est le travail de tous les coéquipiers depuis 8 jours. C'est les supporters. C'est pour moi-même aussi. Et c'est pour toutes ces raisons que je suis allé chercher vraiment au bout de mes forces pour garder le maillot jaune après l'étape. On a l'impression que le plus dur pour vous, au fond, c'était de garder cette idée de gagnant, alors qu'à plusieurs reprises, vous vous êtes fait distancer. Comment on revient dans une course comme celle-là?
On revient, je ne sais pas trop expliquer là, c'est vraiment avec la rage quoi, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs moments où j'étais vraiment mal aujourd'hui mais bon, je me disais que j'avais pas le droit de baisser les bras et il fallait vraiment que j'aille au bout de moi-même et je suis très fier pour l'équipe et pour moi-même d'avoir pu conserver le maillot. Alors, je vous propose justement d'écouter ce qu'a pu dire Lance Armstrong sur votre performance et puis j'attends votre réaction. On écoute ça ensemble. Pour moi, c'est un mec très impressionné et porter le maillot parce que c'est un grand coup pour maintenant, mais aussi pour l'avenir. Mais bon, comment on dit, deserve. Il mérite. Il méritait le maillot, bien sûr. Thomas Voeckler, c'est un beau compliment? Ouais, ça me touche beaucoup. Enfin, c'est sûr qu'un coureur de son envergure qui dit du bien de moi, ça fait vraiment plaisir, mais ouais, ça fait quelque chose. Ça va droit au cœur. Peut-être une dernière question. Qu'est-ce qui fait de la force d'un jeune champion comme vous? C'est l'enthousiasme, c'est le travail, c'est l'envie d'y croire. Quel est le prix à payer? Bah, moi, j'ai pas de recette miracle, hein, comme je dis tout le temps. J'essaye de faire du vélo comme je fais depuis que j'ai commencé, en donnant le maximum à l'entraînement, en course. Et puis après, ben, même si c'est dur, quand on vit des moments comme je passe depuis quelques temps avec le maillot jaune, c'est sûr qu'on se dit que ça en vaut la peine, quoi. Merci Thomas Voeckler et bravo. Merci d'avoir répondu en direct à nos questions. Dans l'actualité de ce samedi, les difficultés sur les routes sont en train de se résorber après les gros bouchons de la mi-journée. Plus de 430 km de pare-choc contre pare-choc, un record par rapport à l'an dernier. On roule mieux, on roule même bien sur la plupart des grands axes. Maintenant, restent quelques points noirs sur les routes du soleil. Gilles Marinet avec nos correspondants régionaux. Bison Futé annonçait une journée noire en région Rhône-Alpes. Pas d'erreur, elle le fut en grande partie. Les premiers ralentissements commencent dans la nuit. La situation empire dans la matinée. À 13 h, un bouchon de 100 km s'étire sur la 7 au sud de Lyon. Et bientôt, la chaleur va s'en mêler. À mon avis, ça va chauffer. Qu'en plus, il y a le petit derrière. Hein. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire, quoi. Si on voit que ça bouge de trop, bon, on va s'arrêter et puis on va attendre 5 heures. La mer, elle va pas se sauver, hein. La température toutefois est diversement appréciée. Pour certains, elle a le goût des vacances. Maintenant on cherche le soleil, on vient de la Belgique où il pleut tout le temps. Et vous allez où comme ça? Ardèche, Aubenas. Pour d'autres, ce sont les gros ennuis qui commencent. Je serai descendu vos enfants et votre femme? Oui, autour de la croix, elle s'est cassée. Alors la voiture s'est chauffée. La position est délicate, pas question de s'attarder. Des bouchons, encore des bouchons, près de Vienne, Montpellier, Nîmes, avec la tentation de s'arrêter, occasion pourquoi pas de vérifier le gonflage des pneus. Les gens généralement gonflent très bien leurs pneus. Ils ont plus de peur et finalement... Et puis on trouve de tout au bord de l'autoroute. Des jeux étranges censés vous calmer les nerfs et même des mains secourables. Le massage, il est important, c'est les massages avec des balles picots et c'est les petits picots qui détendent les terminaisons nerveuses. Parce que toute la tension, elle est au niveau des épaules. Car la tension monte. 431 km de bouchons à la mi-journée sur l'ensemble du réseau autoroutier, c'est plus que l'an dernier. Il faut rester zen. Ça va. Comment vous gérez les enfants? On met la musique, on joue, on raconte des histoires, voilà. Mais quand les conducteurs résistent, c'est parfois les voitures qui craquent. Enfin, les bouchons se résorbent, plus que 67 km sur tout le réseau à 17 h 30. La route du soleil devient fluide. Demain, la journée est classée verte au niveau national, orange en région Rhône-Alpes. Et pour vous faire vivre ces grands départs, nous avons choisi d'embarquer dès hier soir à bord d'un autocar. Paris-Barcelone, 17 heures de route qui passent au fond plus vite qu'on ne le croit. Photo instantanée, Laetitia Fouque et Bruno Vignier. Vous allez où là comme ça? Alors regardez le mar, l'Espagne, Oui. au bord de la mer. C'est bien. Et ça se mérite. Même si c'est pas la mer à boire, il faudra tout de même affronter 15 heures de bus. Ici, même formalité que pour un trajet en avion ou en TGV. Adieu discret, bagages enregistrés, billets contrôlés, sécurité. Depuis juillet 2003, ceinture obligatoire à l'avant comme à l'arrière. Maintenant, Émilie peut songer à ses vacances. Dormir, manger, se baigner, dormir, manger, se baigner, dormir. Voilà. À côté, d'autres rêves pour de bon. Pour eux, Barcelone, c'est des vacances, un retour au pays,
juste une étape culturelle. Nous étudions l'architecture au Nigeria. Nous sommes venus en Europe pour approfondir nos connaissances techniques. On visite des villes magnifiques comme Barcelone, Florence, Rome. À la pause, les Nigérians infatigables continuent de rouler. D'autres, comme nos chauffeurs espagnols, se ravitaillent et bien sûr pas d'alcool. Restez vigilants. La route, les passagers ne s'en soucient guère, mais Luis Miguel, 18 ans de métier, sait bien qu'elle est imprévisible. Ça ne se manœuvre pas comme une voiture, un autobus. Ça pèse lourd, on peut sortir de l'autoroute, se retourner. Il faut toujours anticiper. Derrière moi, il y a 51 personnes, des adultes et des enfants. C'est une grande responsabilité. Justement, quelques kilomètres plus loin, les risques de l'autoroute sont bien là. Notre bus est retardé. À l'intérieur, chacun s'occupe comme il peut. Patiente jusqu'au matin, jusqu'à la prochaine pause. Décidément, ils sont infatigables. Pour notre couple, réveil plus difficile. Mal un peu partout, mal dormi, ça bougeait pas mal. Courage, cette fois Barcelone est là, à leurs pieds. Et maintenant, il faut marcher. Crevé, donc on va essayer de trouver le métro, le car, le camping, et puis je pense qu'aujourd'hui ça va être repos, quoi. Ouais. Voilà, et visite demain. Aujourd'hui tranquille et demain on va... Ailleurs en Autriche, incroyable bouchon, une autoroute totalement bloquée, des voitures à l'arrêt pour ce week-end de départ en vacances. Les images que vous voyez ont été filmées près de Salzbourg. Et du côté de la SNCF, plutôt une bonne nouvelle, même si la panne n'est pas identifiée, la vente des billets fonctionne normalement. Plus de 3000 guichets ouverts dans toute la France. Lundi, tout devrait revenir au niveau normal de transmission informatique. Les départs se sont bien passés car en fait 80 à 90% des billets sont achetés à l'avance dans ces périodes. La petite ville de Schirmeck, dans le recueillement, un millier de personnes assistaient aux obsèques de Julie, 14 ans. Une marche silencieuse, comme une procession. Et c'est toute une région qui est frappée par ces 3 assassinats. Christophe Dédart, Lionel Feuerstein, Virgile Diado. L'hommage de toute une commune à Julie. À l'entrée de l'église, par dizaines, les habitants de Schirmeck inscrivent quelques mots dans le registre de condoléances. C'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde, quoi. C'est normal qu'on soit là pour les soutenir. Qu'est-ce que vous allez écrire dans ce registre? Oh là là, il serait pas assez grand pour dire tout ce qu'on a à dire. Plus d'1 millier de personnes assistent aux obsèques de l'adolescente. L'église est bondée. À l'extérieur, beaucoup suivent la cérémonie civile grâce à des haut-parleurs. Une cérémonie digne et émouvante, marquée par les témoignages des proches de Julie. Tu avais tout pour toi. Ton avenir était presque tracé, mais un jour, tu t'es trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Ton destin s'est arrêté net, nous n'osons l'imaginer autrement. Julie, je t'embrasse. Au revoir. Julie a été inhumée dans la plus stricte intimité, en présence de sa famille et de ses plus proches amis. Au même moment, les habitants de Schirmeck et des communes voisines ont traversé la ville en silence. Les magasins sont fermés, c'est toute une région qui porte le deuil. Aujourd'hui, c'est la vallée qui est morte. D'ailleurs, tous les magasins de la vallée de la Bruche ont fermé leurs portes cet après-midi par solidarité vis-à-vis de la famille. Le maire de Schirmeck et la famille de l'adolescente ne veulent pas en rester là. Ils vont créer une fondation Julie pour venir en aide aux personnes confrontées à de tels crimes. La jeune femme mythomane qui avait inventé de toutes pièces cette agression antisémite dans le RER a décidé de s'exprimer pour présenter ses excuses. Une semaine après ce délit imaginaire qui a suscité de très nombreuses réactions politiques et médiatiques, Marie-Léonie sort de son silence, peut-être pour obtenir la clémence du tribunal. Christophe Winman, Christian Gallet. C'est une jeune femme très fragile qui nous reçoit chez ses parents. Marie-Léonie, la victime imaginaire du RERD, voudrait se faire oublier. Et c'est à visage caché qu'elle récite ses regrets. Je suis profondément désolée de tout ce qui est arrivé par ma faute. Je présente mes excuses à Monsieur le Président de la République, à Madame Nicole Gage et aux personnes qui ont manifesté leur soutien sur mon mensonge. Je regrette cet acte et je demande pardon à tous ceux que j'ai trompés et blessés. Samedi dernier, Marie-Léonie décrit aux policiers une terrible agression antisémite dans le RER contre elle et son bébé. Immédiatement, c'est l'indignation générale. Hommes politiques, médias, associations condamnent un acte odieux qui n'était en fait qu'un gros mensonge.
Pour dénonciation de délits imaginaires, la jeune femme risque 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Je pense qu'elle se rend compte que c'est grave ce qu'elle a fait. Elle a quand même mis la France en émoi. Le président de la République est intervenu, donc c'est important qu'elle présente ses excuses. Et bon, maintenant, elle attend avec sérénité le procès. En présentant ses excuses publiques, Marie-Léonie espère peut-être la clémence du tribunal. Elle sera jugée le 26 juillet prochain. Michel Alliot-Marie est en Algérie. C'est la première fois depuis l'indépendance qu'un ministre français de la Défense se rend dans le pays. Un signe fort, une nouvelle étape qui resserre les liens entre Paris et Alger et surtout un désir de mieux coopérer dans la lutte contre le terrorisme. Reportage Florence Bouquilla, Abdel Zouyech. C'est une visite historique et l'accueil à l'aéroport Ouari Boumedienne est à la hauteur du symbole. Michel Alliot-Marie est reçu par le ministre de l'Intérieur algérien, par une demi-douzaine de généraux qui ont un rôle essentiel dans ce pays et par une meute de journalistes. Depuis l'indépendance de l'Algérie en 62, c'est la première fois qu'un ministre français de la Défense y vient en visite officielle. L'heure est venue de faire tomber tous les tabous entre les deux pays, y compris en lançant un accord de coopération militaire, même si son contenu concret est encore à définir. Les contrats militaires ne sont pas un but en soi. Les contrats militaires, ils peuvent venir pour accompagner un partenariat, mais un partenariat qui est plus global et qui se manifeste à travers le rapprochement des hommes, les échanges de points de vue sur le plan stratégique, les échanges d'expérience, les échanges aussi d'exercices en commun et de formation. 5 heures d'entretien entre le président algérien et le ministre français de la Défense ont laissé filtrer certaines des ambitions algériennes. Obtenir des équipements militaires sophistiqués, par exemple du matériel de vision nocturne destiné à la lutte antiterroriste. Ce premier contact officiel entre Michel Alliot-Marie et les plus hautes autorités algériennes est une visite éminemment politique. Elle vise aussi à contrer l'influence de Washington, car depuis quelques mois, les armées algériennes et américaines collaborent de plus en plus activement, une façon pour les États-Unis de s'investir de plus en plus dans ce pays riche en pétrole. Au Proche-Orient, 4 Français ont été enlevés quelques heures puis libérés dans le sud de la bande de Gaza hier soir. Il s'agit en fait d'une affaire interne qui secoue l'autorité palestinienne confrontée à une série d'enlèvements. L'état d'urgence a été décrété. Le Premier ministre palestinien a présenté sa démission à Yasser Arafat qui l'a refusé. Dernier acte de la journée, le dirigeant palestinien annonce la refonte des services de sécurité et place son propre cousin à leur tête. Gérard Grisbeck. Il était tard hier soir lorsque le commando palestinien quitte les locaux du Croissant Rouge. 2 des otages français, les femmes, sont libérées dans une grande confusion. L'une d'entre elles est en état de choc. Pourtant, tout le monde a été bien traité, mais la peur a été grande, la surprise aussi, pour des Français venus aider des Palestiniens et finalement victimes d'une action de commando. 2 heures plus tard, ce sont les hommes qui sont libérés. Ils semblent épuisés. L'un parle à Yasser Arafat au téléphone, évidemment. Le leader palestinien est désolé de ce qui vient d'arriver. Le commando d'une vingtaine d'hommes se fait alors connaître. Il s'agit de militants qui dénoncent la corruption des dirigeants palestiniens. Ils ont enlevé les Français pour le faire savoir. Des Palestiniens qui vivent reclus sur une bande de territoire bouclée par l'armée israélienne, ce qui ne favorise pas non plus l'activité démocratique. Ce matin, au centre culturel français de Gaza, nous avons retrouvé les anciens otages. Ils sont visiblement en meilleure forme. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? De ne pas avoir peur, de ne pas nous inquiéter, qu'ils ne nous voulaient pas de mal, qu'ils nous considéraient comme des amis. C'est une action que nous regrettons beaucoup, ce n'est pas dans notre philosophie. Je pense que ce n'est pas non plus dans la philosophie du peuple palestinien. En tout cas, l'alerte a été sérieuse puisque cet après-midi, le gouvernement palestinien s'est réuni à Ramallah pour engager des réformes. Mais maintenant, la corruption touche tout le monde. Visiblement, cette réunion du gouvernement n'a pas calmé les choses, puisqu'en ce moment même à Gaza se déroule une manifestation contre la corruption des dirigeants palestiniens. En Irak, c'est un nouveau membre du gouvernement qui a été pris pour cible. Le ministre de la Justice a échappé à un attentat à l'explosif. 4 morts, 3 blessés selon un dernier bilan. C'est le groupe Zarqawi lié à Al-Qaïda qui vient de revendiquer l'attentat. À Kourou en Guyane, on croise les doigts, le vol d'Ariane a été reporté une 3e fois la nuit dernière. Cette fois-ci, c'est une anomalie dans le système d'alimentation du lanceur qui a empêché le départ de la fusée. Rendez-vous prévu cette nuit en espérant qu'Ariane ne restera pas clouée au sol.
La politique française tourne autour de la bataille pour la succession à la tête de l'UMP, guerre ouverte officiellement après la démission hier d'Alain Juppé. Nicolas Sarkozy, sans faire acte de candidature, marque le terrain et s'engage sur la route de l'UMP en présentant son programme politique pour le parti devant les militants. Mais il n'est pas le seul prétendant. État des lieux, Javid Imbert. C'était lundi dernier à Bordeaux. Alain Juppé souriait comme s'il avait déjà la tête ailleurs. Depuis hier, la succession du président de l'UMP élu en novembre 2002 est officiellement ouverte. Et le premier prétendant, c'est lui. Même s'il n'est pas encore candidat, Nicolas Sarkozy a déjà en tête tout un programme. Voilà ce que je rêve pour la formation politique qui est la nôtre. Des débats, des votes démocratiques, une pratique et une image d'ouverture. Un projet politique fort et renouvelé, une passion pour la chose politique. Jusqu'à présent, l'autre candidat possible, Jean-Pierre Raffarin, n'a rien dit de ses intentions. Mais il s'est posé en champion de l'unité du parti. Avec lui, assure-t-il, pas de risque de division. Comment voulez-vous que l'on puisse rendre crédible le respect que le nôtre des Françaises et des Français si entre nous, dans notre famille, la règle du respect n'est pas affirmée? Le numéro 2 de l'UMP, Philippe Douste-Blazy, sera peut-être intéressé. François Fillon n'a rien exclu, même s'il pourrait finalement se ranger derrière Nicolas Sarkozy. Nicolas Dupont-Aignan, lui, est déjà candidat. Il représente l'aile souverainiste de l'UMP. François Barouin, le délégué général, qui gère les affaires courantes, ou encore Hervé Guémard, le ministre de l'Agriculture, complète la liste. Les 115 000 adhérents de l'UMP voteront le 15 novembre en 1 ou 2 tours. Et l'heureux élu tiendra son premier discours de président le 28 novembre. De la procédure, beaucoup de noms, mais aujourd'hui, un grand favori. Nicolas Sarkozy n'a en fait qu'un seul vrai problème. Comme Jacques Chirac l'a exigé, il devra choisir entre la présidence de l'UMP et le gouvernement. Ce traditionnel sondage politique de fin de semaine avec cette courbe de l'opinion en hausse de 4 points pour Jacques Chirac. Sa cote de popularité atteint 49% contre 45% en juin, même taux de mécontents. Une hausse de 2 points pour le Premier ministre qui obtient 34% d'opinion favorable. 63% se disent peu ou pas satisfaits de l'action de Jean-Pierre Raffarin. Sondage IFOP donc pour le journal du dimanche. Dans le centre de Grenoble, image inédite de cet autopont qui a été détruit pour permettre le passage d'une voie de tramway. 6000 charges d'explosifs réparties tout du long. Et pour éviter une violente onde de choc, le pont s'est sectionné en plusieurs parties. Les habitants du voisinage, soit une centaine d'immeubles, ont été évacués. Les 3500 personnes ont regagné leur domicile en fin de journée. Une œuvre d'art de grande valeur, une petite statue attribuée à Camille Claudel. Cette statuette volée a été repêchée dans la Seine grâce à la brigade fluviale Benoît Bringer et Pierre-François Vatras. Une mission pareille, c'était une première. Plus habituée aux opérations de sauvetage, la brigade fluviale de Paris a cette fois plongé pour retrouver une statuette. Une œuvre dérobée chez un collectionneur privé, jetée dans la Seine par les cambrioleurs dans des circonstances non expliquées. Il s'agit du port de l'Arsenal, ça s'est trouvé à l'intérieur. En tout, 5 jours de recherche dans des conditions difficiles. Il fallait effectuer une fouille à tâtons avec de la vase qui montait jusqu'au niveau des épaules pour pouvoir récupérer les morceaux. 3 jours après sa découverte, le mystère plane encore sur cette statuette. Selon son propriétaire, c'est l'œuvre de Camille Claudel. L'artiste se serait inspiré d'une autre sculpture de son amant Auguste Rodin. Olivier est l'un des plongeurs qui l'a retrouvé. Ce sont les 2 morceaux qu'on a retrouvés pendant la plongée, qui étaient donc cassés à ce niveau-là. Pour lui, c'est une expérience inédite. On a un petit peu l'impression d'avoir découvert un trésor, quoi. C'est pas seulement rare, c'est une pièce unique. Si les collectionneurs attribuent cette œuvre à Camille Claudel, les experts attendent de l'avoir entre les mains pour pouvoir juger. Les dangers de la montagne, 2 randonneurs sont morts ces dernières 24 heures. L'occasion de souligner le travail des secouristes et en particulier de ce peloton de gendarmerie hautement spécialisé. Yannick Aroussier et Benoît Jourdan ont suivi à l'entraînement ces hommes du PGHM. Le thème de l'exercice est un grand classique montagnard. Un blessé coincé dans une barre rocheuse. Dès l'alerte reçue, les hommes du PGHM grimpent dans leur taxi, l'indispensable hélicoptère. Toi, tu es où? Tu es par là au milieu? Alors, tu as un secouriste avec le blessé qui se situe 50 mètres sur la gauche de la cascade.
Tout près de la paroi rocheuse, le sauvetage demande une grande maîtrise. Ces hommes sont des spécialistes du secours et de la montagne. 170 interventions par an, quelle que soit la météo, de la recherche en avalanche à l'entorse de la cheville, comme ici. On vous pose la telle, après on va vous évacuer par la machine, ok? L'été, il y a surtout des problèmes de surrégime des randonneurs. C'est plutôt un manque de préparation physique sur lequel les professionnels de la montagne et nous assistons toujours au début de période estivale, que les gens n'abordent pas la montagne de manière simpliste, mais qu'ils prennent la précaution de pratiquer une activité sportive tout au long de l'année, de ne pas préjuger de ses capacités, savoir renoncer lorsque l'on est fatigué, lorsque la météo est incertaine. Je crois que c'est une affaire aussi de bon sens. L'été dernier, les hommes du PGHM de Jauziers sont intervenus 70 fois, gratuitement puisqu'il s'agit de moyens de l'État. Alpinisme, randonnée, sports aériens ou d'eau vive, les anges gardiens de la montagne veillent sur tous les pratiquants. La navigation de plaisance devrait obtenir une simplification de sa réglementation à l'automne prochain. Ces dispositions intéressent de nombreux amoureux de la mer. On retiendra comme mesure phare la répartition en 2 zones, zone côtière ou haute mer, mais pour autant le permis bateau ne sera pas plus facile à obtenir. Caroline Gauthier, Mathias Barrois. Sur un bateau, le pavillon est obligatoire. Il indique la nationalité de l'embarcation. Mais attention, qui dit drapeau belge comme ici ne signifie pas forcément équipage belge. Illustration avec ce plaisancier français. J'ai pris le pavillon belge parce qu'il y a nettement moins de contraintes que sous le pavillon français, uniquement pour cette raison-là. Cet instructeur pour permis bateau en sait quelque chose. Avant chaque départ en mer, vérification de tout le matériel nécessaire à bord. Le gilet homologué, 1 par personne présente à bord. L'engin flottant, ça c'est un engin flottant, une personne individuelle en cas de naufrage. Mais on va s'arrêter là, la liste est bien trop longue. En cas d'homme à la mer. Certaines choses sont demandées, sont parfois un peu désuètes et du matériel récent qui n'ont pas encore intégré dans l'armement. Donc il y a du nouveau matériel peut-être à intégrer dans son bateau, même s'il n'est pas obligatoire. La réforme prévue pour la saison prochaine devrait arranger tout ça. Adieu les outils chers à la navigation de papa. Adieu encore aux 6 catégories de navigation à l'avenir. Soit on naviguera près des côtes, soit en haute mer. C'est une évolution logique de la plaisance par rapport à ce qu'on constate, que de nombreux plaisanciers font finalement des balades et des croisières côtières. Un grand toilettage en somme et des plaisanciers très partagés. Je pense que plus on a de matériel à bord, plus ça concerne la sécurité. Donc là, je ne suis pas convaincu du bien fondé de cette décision. Il y a des gens qui vont avoir des petites embarcations qui vont prendre des risques, qui risquent d'aller très loin. Tout le monde n'est pas forcément conscient des risques qu'ils vont prendre. Ça sera beaucoup plus simple, déjà, parce qu'effectivement, on va plus tenir compte des capacités de chacun et sa propre responsabilité à naviguer et à prendre évidemment tout ce qu'il faut comme matériel de sécurité qui correspond à sa zone de navigation. Enfin, cette réforme redonnera-t-elle du lustre au pavillon français? Réponse, l'été prochain. Prendre de la hauteur et jouer les Robins des Bois après les chambres d'hôtels classiques, voici les cabanes dans les arbres, une nouvelle idée des professionnels du tourisme breton. Romuald Benant, Michel Hiver. Je vais vous aider à vous équiper maintenant. Baudrier et Mousqueton, l'attirail du parfait escaladeur. Sauf que Christine et Karim ne sont pas ici pour du sport, mais simplement pour une nuit d'hôtel. Un week-end surprise offert par madame à monsieur. Je rêvais en fait de retrouver les cabanes de mon enfance. Et grâce à ma chérie, c'est chose faite aujourd'hui. Pas d'appréhension particulière? C'est énorme. Car dans cet hôtel, les murs sont une forêt et les chambres des cabanes, accrochées dans des hêtres centenaires ou des tuyas à une dizaine de mètres. Pour accéder au nid douillet, à la place de l'ascenseur, une tyrolienne. Émotion garantie. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que c'était un petit escalier qui montait le long d'un arbre et qu'on arrivait dans l'arbre. Je pensais pas que ça prendrait 3 heures pour arriver jusque dans la cabane. Et en plus, il paraît qu'il n'y a pas d'apéritif quand c'est très précaire. Mais c'est très joli. Dans ce centre de vacances et de loisirs, 3 premières cabanes ont été construites pour la saison estivale. Avec côté confort le strict minimum. Un lit, des toilettes sur la terrasse, pas d'eau ni d'électricité et un nouveau produit hôtelier à 70 € la nuit qui séduit les clients Tarzan. L'idée, c'est de proposer quelque chose de différent que l'hébergement classique, l'appartement, le mobile-home. On a un petit peu ce rêve d'enfant en nous, de retrouver quelque chose de sauvage pour passer ses vacances.
Le soir venu, le trajet vers le restaurant tient du parcours du combattant. Pour le plaisir d'une nuit dans la nature, il faut parfois payer de sa personne. Beaucoup d'excitation, beaucoup de curiosité, envie de continuer le jeu. Et c'est bien parti. Oui, cela ne nous regarde pas. Il y a des bêtes. Mais non. Mais si, il y a des bêtes, regarde, il y en a pas. Baptême de l'air pour la plus grande montgolfière de France à bord de la nacelle. 15 passagers qui n'en reviennent toujours pas. 1 heure dans les airs au-dessus de la Bourgogne. Laurence Deleur, Frédéric Capron. Mieux vaut des brûleurs puissants pour gonfler cette toute nouvelle montgolfière. Près de 10 000 mètres cubes, c'est quand même l'équivalent d'une centaine de camions de déménagement. Les marchepieds à côté? Oui, petit marchepied partout, on va vous faire 4 au maximum par contre. La nacelle n'a pas encore quitté le sol, mais déjà le pilote évoque l'atterrissage. Vous avez les poignées en corde devant vous, donc bien prendre les poignées en corde avec vos 2 mains, fléchir un petit peu sur les jambes et appuyer votre dos contre la paroi. Ok? Et bien garder cette position-là pendant toute la phase d'atterrissage. Le ciel à portée de main et des paysages à perte de vue. Aujourd'hui, les 15 passagers vivent l'espace d'une heure le rêve d'Icare. Pour beaucoup comme Annie, c'est un cadeau de leurs proches en guise de bon anniversaire par exemple. C'était moi qui rêvais de monter en montgolfière. Ça faisait des années que je leur disais ça et puis voilà. Là c'était la surprise au mois de mai. On s'est mariés il y a un mois et c'est des amis qui nous ont offert ce voyage en montgolfière. Voilà, c'est original et ça change des cadeaux d'habitude. On va aller ramasser un peu de blé. Pierre, le pilote, contrôle au millimètre près l'altitude du ballon. En revanche, pour la direction, il s'en remet au vent, son seul moteur, et c'est aussi ce qui fait le charme du voyage. C'est toujours ce phénomène de magie sur les gens, phénomène de rêve. On ne comprend pas, c'est des grosses bulles, une grosse bulle d'air comme ça qui se déplace. Quand on leur explique en plus qu'on ne sait pas où on va, alors là ils sont là et ils restent bouche bée. Et ce ne sont pas les quelques instants de secousse à l'arrivée qui risquent de les faire changer d'avis. C'est magique, c'est fabuleux, il n'y a pas de mots, c'est superbe. Voilà. Puis c'est notre région, alors c'est extraordinaire. Retour sur terre et champagne dans les verres, à 200 € le vol, tous les luxes sont permis. Une image de sport avec la belle performance de Christine Aron, championnat de France d'athlétisme. Elle devient l'une des favorites du 100 mètres pour les Jeux d'Athènes. Elle a couru hier en moins de 11 secondes. L'enfant chéri du Festival d'Avignon est de retour. L'Italien Pippo Del Bono est un artiste singulier. Il présente Hurlo, ce cri d'espoir ou de colère. Sophie Jouve, Jean-Louis Melin. Pippo Del Bono est le truculent monsieur loyal d'un monde qui rassemble acteurs et handicapés. Les grands et les petits qui sont là pour ce qu'ils sont, beaux et tout simplement humains. Il y a Gianluca le trisomique qui rêve d'être acteur, Nelson le clochard qui adore danser et Bobo le microcéphale rencontré dans un hôpital psychiatrique. C'est dans cet univers que le théâtre de Pippo puise sa force en inventant un autre langage pour le corps. Dans le corps, je trouve encore une vérité, je trouve une essentialité qui permet encore de rester dans un côté libre. Libre dans la pensée, libre dans la tête, libre dans l'émotion. Chaque misérable cellule dans laquelle nous vivons est noire et sale comme une latrine. Avec des scènes comme des tableaux, un geste, une expression peut suffire à dénoncer le pouvoir, la domination, les chantages sentimentaux. Charlot n'est jamais loin et l'Italie, entre rire et cirque, de Fellini. Je pense que le théâtre, c'est aussi une possibilité pour nous aussi, pour le public, de toucher une relation avec la vie, avec la mort, avec le mystère, avec toutes les choses qui sont incompréhensibles. Sacré ce qui souffre, sacré l'amour, sacré le désir. Hurlo, le cri de colère et d'amour d'un théâtre qui se confond avec la vie. Et quand Pippo le poète et Bobo le rescapé de la vie s'éloignent dans la nuit, on aimerait encore faire un bout de chemin avec eux.
Véritable Rolls-Royce des mers, les Riva ont connu leurs heures de gloire dans les années 50, des bateaux d'exception qui font l'objet de toutes les convoitises. Les collectionneurs s'y intéressent et se sont retrouvés sur le lac d'Annecy. Jean-Jacques Dufour, Jean-Louis Molin. Acajou verni, ligne épurée, silhouette élégante, ces bateaux italiens ont fait tourner bien des têtes, dont certaines couronnées. Construit à partir des années 50 par l'ingénieur Carlo Riva, ce canot est très vite devenu un objet mythique. Alors on pourrait dire que c'est la Rolls en ce qui concerne l'image que véhicule Riva, parce que c'est vraiment le symbole du bateau de luxe dans le monde entier. Et c'est en même temps plutôt une aventure à la Ferrari, dans la mesure où la personnalité de Carlo Riva est plus proche de celle d'un Enzo Ferrari que de celle des dirigeants de Rolls-Royce. À propos de prestige et de qualité, écoutez le V8. Le bruit du moteur est fantastique, c'est ça qui va identifier tout de suite un bateau Riva. Membres d'un club très privé, les propriétaires de ces petits bijoux, des gros vernis, aiment se retrouver ici ou là pour naviguer en tribu. C'est une fête où on recrée les conditions d'époque et de navigation. C'est-à-dire que les gens viennent naviguer sur le lac d'Annecy et viennent faire 3 jours de fête autour de leur passion. 3 jours de fête dont on a bien profité puisque nous aussi on a pu embarquer. Grisant. Il veut aller vite, hein? Bah, nous on était un peu plus calme parce qu'on fait des promenades, pas de compétition. Dans le passé, quand on était riche et célèbre, on se devait d'avoir un truc comme ça. On ne peut pas imaginer une vedette de cinéma, un milliardaire, un industriel, un financier qui ne soit pas au volant d'un de ces bateaux parce qu'il n'y a que Riva en fait. Il arrive à créer un nom et un style absolument unique. Bardot en aura un. Bardot en aura un et pas plusieurs en fait. Mon père aimait beaucoup ce bateau et maintenant qu'il n'est plus là, je m'en occupe. Ce modèle-là, des Super Ariston, il s'en est fabriqué 17. Ça devient introuvable et ça devient une pièce de collection. Ça n'a pas de prix. Pas de prix, ça veut dire beaucoup d'argent. En bon état, les modèles haut de gamme se négocient le prix d'une Ferrari. Et pourtant, ils ne sont même pas rouges. C'est magnifique de les voir là, tous. Regarde combien il y a là, partout. C'est un Riva à pédale? Oui. Enfin, c'est un Riva. C'est un Ariston Junior. Tiens, empêche-moi de toucher, Marie-Charlotte. En fait, ce petit bateau, il est fait pour rendre hommage au bateau Riva. Conçu par le papa de Marie-Charlotte, ce joli joujou vaut 32 000 €. C'est cher pour un pédalo, oui, mais voilà, c'est une réplique Riva. Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo Isabelle Martinet. 20h55, Fort Boyard, présenté par Sarah Lelouch et Olivier Mine. 0h55, le dernier journal Jean-Claude Renaud. Demain à 13h et 20h, vous retrouverez Françoise Laborde. Excellentes vacances pour ceux qui ont la chance d'en prendre. Votre soirée sur France 2. Quand la